K-Suite, la solution collaborative éthique. Mercredi 21 février, soyez les bienvenus dans le 15 Info, voici les titres de cette édition. Le Rafale de démonstration de l'armée de l'air, le Rafale Solo Display, un nouveau pilote, nous l'avons rencontré. Malika, Laurence, Céline et Sylvie, 4 chaumontaises prêtes à affronter le Sahara pour un trek solidaire. Opération de plantation de haies favorable à la biodiversité à Montier-en-Der, les élèves de l'école ont participé, de quoi les sensibiliser à la faune et à la flore. Le syndrome de West est rare et éprouvant. Le jeune meusien Aidan est concerné par cette maladie. Un combat pour lui et ses parents. On en parle à la fin de ce journal. Vous l'aurez sûrement entendu, le Rafale Solo Display, l'avion dédié à la présentation technique du Rafale, est de retour pour ses entraînements sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. À son bord, un tout nouveau pilote, le capitaine Jean-Brice Millet, dit Mimous. Il prend la relève de Bubu et devient l'ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace pour 2 ans en France et à l'étranger. Clémentine Coppola est allée le rencontrer durant un entraînement. C'est presque un ballet, une chorégraphie aérienne, un enchaînement de figures qu'il faut répéter encore et encore. À bord du Solo Display, Mimous enchaîne les boucles, virages et tonneaux à plus de 1000 km/h. C'est le premier vol à 500 pieds du capitaine Jean-Brice Millet, nouvel ambassadeur de l'armée de l'air. J'avais pas l'habitude de faire de la voltige en basse altitude et notamment physiquement, c'est quelque chose qui est très intense, ça dure 10 minutes, mais c'est un mélange de marathon et de sprint, d'accord ? Il faut tenir 10 minutes, mais 10 minutes très intenses. Sélectionné il y a déjà 1 an, le militaire comptabilise plus de 500 heures de vol sur Rafale. Piloter le Solo Display, c'est une fierté, mais aussi une question de transmission. Je suis rentré dans l'armée de l'air grâce à un meeting. Voilà, on m'a beaucoup dit à l'école que je n'arriverais pas à être pilote de chasse et en discutant avec un pilote sur un meeting, il m'a convaincu de présenter les concours que j'ai présentés et que j'ai réussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre à mon tour, voir que tout est possible, il suffit de travailler, d'être motivé et que ce n'est pas un métier qui est infaisable mais qui est à portée de tout le monde si on s'en donne les moyens. Ces journées sont désormais bien remplies. Presque quotidiennement, le pilote enchaîne séances de sport, briefing et vols d'entraînement de 15 à 20 minutes. Le but est de se perfectionner chaque jour pour être prêt à temps avant le début de la saison des meetings. Son coach, c'est l'ancien pilote du Solo Display, le capitaine Butin. À Mimous, ce que je veux lui transmettre, c'est bien évidemment un côté technique sur sa démonstration, mais surtout lui dire que de prendre énormément de plaisir dans ce qu'il va faire et dans toutes les rencontres qu'il va avoir ces 2 ans. Après 2 ans d'expérience sur le Rafale, Bubu va apporter ses conseils à Mimous. C'est lui qui assure les briefings d'avant-vol et qui le guide lorsqu'il est dans le ciel. Les 2 militaires conversent alors entre eux par radio. Le capitaine Butin s'assure que les figures soient réussies et lui signale les principales difficultés qui se présentent. Il a commencé très progressivement. Le seul point, on va dire, un peu bloquant ces derniers temps, c'est la météo ici qui a été un petit peu particulière, mais c'est le cas un petit peu sur toute la France, donc on s'est adapté. Mais comme on a coutume de dire, nous, dans l'armée de l'air, entraînement difficile, guerre facile. Donc voilà, il a des conditions qui ne sont pas évidentes pour son entraînement, mais voilà, il s'en sort très très bien. L'entraînement n'est pas encore terminé pour Mimous qui doit désormais travailler les détails de sa présentation. Dans quelques mois, toute l'équipe du Rafale Solo Display s'envolera vers une 50aine de destinations en France ou à l'étranger. Le but, présenter le Rafale au monde entier. Face à la mobilisation des agriculteurs et à l'approche du salon de l'agriculture, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé ce matin une série de mesures clés destinées à répondre aux défis du secteur agricole. Parmi les annonces majeures, un nouveau projet de loi agricole visant à renforcer les négociations Egalim et à rééquilibrer les conditions de marché pour les agriculteurs, accélérer l'incorporation des produits français dans la restauration collective, déclarer la production agricole comme secteur en tension et simplifier l'attribution des visas pour les travailleurs saisonniers étrangers. De plus, un changement a été déclaré dans la méthodologie de suivi de la réduction de l'usage de pesticides avec un passage à un indicateur européen affirmant l'objectif de réduire de 50% leur utilisation d'ici à 2030. Écoutez la réaction de Thomas Millot, il est secrétaire général des jeunes agriculteurs de Haute-Marne.
On attend une simplification, des mesures concrètes et des actes. Et aujourd'hui, on n'a pas tout ça. On n'a rien qui retombe concrètement sur nos exploitations. Il n'y a rien de concret et il n'y a rien de direct sur les exploitations. Et on veut des vraies réponses et pas des lois à tort-larigot et des lois Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, Egalim 4. Nous, ce qu'on veut, c'est des vrais actes et une vraie loi. Il y a de grandes chances que le mouvement reprenne, étant donné qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait pour l'instant. Et que de toute façon, la mobilisation est toujours d'actualité, vu qu'on travaille toujours en fond avec nos députés et nos préfets. Mais la mobilisation risque très fortement de reprendre. 4 Chaumont-Ais s'envolent ce jeudi matin pour le Maroc, prête à affronter le désert du Sahara. Dans le cadre du trek Elle Marche, Malika, Laurence, Céline et Sylvie marcheront près de 30 km par jour dans le désert et participeront à une journée de solidarité. Loïs Lerge les a suivis lors des derniers préparatifs avant le grand départ. Près de 100 km de marche en plein cœur du désert marocain. Voilà à quoi se préparent Malika, Laurence, Céline et Sylvie sous le nom d'équipe Lolo Team. Ces 4 Haut-Marnaises se sont lancées dans l'aventure Elle Marche, le premier trek d'orientation 100% féminin. Le trek Elle Marche en fait nous correspondait bien parce que il allie donc le défi sportif, puisque nous sommes 4 sportives, et puis surtout ce qui nous anime aussi, c'est le défi, les actions humanitaires avec le peuple marocain. Toutes adhérentes de l'association des joggeurs du pays chaumont-ais, les 4 sportives ont parcouru plus de 300 km en 5 mois, de quoi se préparer au mieux à ces 4 jours de marche sous les 30 degrés du Sahara. On a essayé de s'organiser de manière à ce que l'entraînement ne soit pas trop monotone, c'est-à-dire qu'on a choisi de faire nos randonnées sur les sentiers de randonnée de Haute-Marne. Ça nous a permis aussi au passage de découvrir un peu les différents paysages, un peu plus notre département. Et en fait, j'ai choisi les parcours en fonction de leur dénivelé et aussi en fonction du nombre de kilomètres. Et sur place, pas de GPS. Boussole, loupe et règles d'orientation sont de mise pour se repérer sur la carte. Une nouveauté pour les 4 amis qui ont donc dû s'initier à l'orientation et à la navigation avec ces techniques. Vous devez aller d'une borne 2 à la borne 3, mais la ligne droite vous fait passer par une montagne infranchissable. Vous devez reporter votre cap. Alors, borne 2... Depuis la création du trek en 2016, les 4 jours sportifs s'achèvent sur une journée de solidarité organisée par l'association Le Défi du Cœur. Cette année, toutes les participantes vont aider à la plantation de palmiers et de moringas et intervenir dans l'école du village de Ramlia. On a collecté pour les enfants là-bas du petit matériel scolaire, donc crayons et puis des petites choses diverses. Des posters aussi nous sont demandés avec les lettres de l'alphabet. Côté bagages, rien n'est laissé au hasard. De nombreuses choses sont imposées par l'organisation, comme des batteries solaires, des boissons énergisantes ou encore un masque pour affronter les éventuelles tempêtes de sable. Chaque tenue doit également être rangée dans un sachet plastique pour protéger les vêtements du sable. L'ensemble doit rentrer dans un sac homologué et à Chaumont, la tradition veut que l'équipe de l'année passée passe le flambeau en donnant son sac à la nouvelle, prête à y ajouter à son tour son propre patch. Hier après-midi, les élèves de CM2 et de CE1 de l'école élémentaire de Montier-en-Der se sont transformés en jardiniers d'un jour en plantant diverses essences d'arbres pour créer une haie sur un terrain d'hervois. Cette action s'intègre dans le projet national Sensibiliser, porté par la Fédération nationale des chasseurs. Manon de Fontis. Les élèves de CM2 de l'école élémentaire de Montier-en-Der, munis de leurs bottes, plantent diverses essences d'arbres. Leur but, créer une haie de 25 mètres sur ce terrain d'hervois. Ça va servir déjà à la biodiversité pour les insectes, pour les animaux comme les chevreuils, les renards, les blaireaux, les oiseaux, tous les animaux qu'il y a ici, qui puissent avoir dans la forêt. J'aime beaucoup m'occuper des animaux qui se sentent bien dans leur monde et que ça continue comme ça. Ça va servir à aider les animaux qui veulent se cacher ou qui ont besoin d'endroits pour faire une famille. Cette future haie jouera en effet un rôle essentiel pour la biodiversité. Cette action s'inscrit dans le projet Sensibiliser, porté par la Fédération nationale des chasseurs et cofinancé par l'Office français de la biodiversité. Depuis les années 50, environ 70% des haies ont disparu en France.
Face à ce constat, les chasseurs se battent depuis des années pour en replanter sur tout le territoire national. On voit bien les paysages autour de nous, il y a de moins en moins de bocage, de paysages bocagés, avec des suppressions de haies qu'on a fait auparavant. Du coup, on essaye de faire un bond en arrière et retrouver tout ce paysage. À travers la mise en place d'une haie, le projet Sensibiliser vise à mobiliser la jeune génération aux différents rôles de la haie ainsi qu'aux bonnes pratiques de plantation avec l'aide de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et la Société de chasse de Montier-en-Der. Et en fait, les enfants, je me rappelle plus, on met de la terre jusque là ou jusque là? Jusque là ou jusqu'où il y a les racines. Jusqu'à la racine, ça s'appelle comment ça? Le collet. Jusqu'au collet, c'est juste à la limite entre la terre et les racines. C'est comme nous, quand on marche sur un chemin, nous on marche sur le trottoir, eux, au lieu de traverser la route ou traverser une plaine sans rien, ils peuvent suivre ce corridor, ce chemin. Et puis même au niveau de la nourriture, des cachettes, ça apporte énormément de choses. Et puis pour la pollinisation, il y a tout un cycle, des insectes jusqu'aux plus grands mammifères. Dans la même lignée, d'autres phases de plantation devraient être engagées l'année prochaine avec l'école élémentaire de Montier-en-Der en aménageant un verger. Et ce soir, nous accueillons sur notre plateau Heidi, maman d'un petit garçon de 3 ans, Aidan, et présidente de l'association à l'ouest d'Aidan, originaire de Savonnières-en-Perthois, qui se bat tous les jours contre une maladie rare, le syndrome de West, une maladie éprouvante. Dans quelques jours, la famille s'apprête à franchir les frontières du pays, direction l'Espagne, où un centre spécialisé à Barcelone leur ouvre leurs portes pour une rééducation neurologique. Bonsoir. Bonsoir. Première question, finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ce syndrome de West ? Alors, donc ce syndrome est une épilepsie sévère, qui s'attaque quand il y a une crise, ça s'attaque aux neurones en fait. Et donc, ce qui lui fait un retard psychomoteur ou mental. Donc, il ne marche pas, il ne mange pas seul, il ne parle pas, il ne tient pas d'objet trop longtemps. Les mains, pareil, c'est très compliqué. Quand est-ce que vous avez détecté que votre enfant était du coup atteint de ce syndrome? Alors, on a vu ce syndrome à ses 6 mois, à la suite d'une hospitalisation à l'hôpital d'enfants de Brabois, de Nancy. Suite à une crise? À une crise, voilà. Il a eu des mouvements en extension, en fait, et ça nous a mis la puce à l'oreille. Vous connaissiez déjà ces syndromes ou c'est en recherchant? Non, en fait, ils lui ont passé un EG. Et donc, la neuropédiatre nous a expliqué ce syndrome avec tous ses à côté. D'accord. Vous, aujourd'hui, face aux défis, enfin à ces problématiques et ces défis, vous avez du coup créé une association, donc à l'ouest d'Aidan, pour représenter aujourd'hui. Comment vous avez finalement souhaité créer cette association? Pourquoi finalement? Alors, au départ, je l'ai créé surtout pour faire connaître ce syndrome, qui n'est pas du tout connu. Et donc, du coup, le traitement ne change pas. Ça fait des années que c'est toujours ce même traitement. Et pour certains enfants, ça ne marche pas, parce que justement, ce syndrome n'est pas connu. Et puis, par la suite aussi, pour nous aider financièrement, pour des futurs projets. Donc là, par exemple, le séjour à Barcelone, au centre Essentis. Parlons-en, pourquoi Barcelone, du coup? Ce syndrome, du coup, n'est pas soigné en France? Alors, des centres comme ça, en France, il n'y en a pas, surtout avec le matériel qu'ils ont. Par exemple, des robots squelettes pour leur faire acquérir la marche. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en Espagne, il y en a un. Et peut-être il y en a un autre aussi en Pologne, mais bon... Le projet de l'Espagne. Voilà. Comment, finalement, face à tous ces défis, vous avez maintenu l'espoir, la motivation pour trouver du coup ces solutions alternatives comme justement ce centre de neurorééducation? Comment vous avez du coup voulu aller plus loin? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez été renseigné? Est-ce que c'est Internet que vous a aidé? Est-ce que c'est des rencontres d'autres associations peut-être? Alors, c'est surtout les groupes de parents sur Facebook. Même différents syndromes, parce qu'ils en accueillent beaucoup, le centre Essentis. Donc on échange beaucoup avec les parents et on voit l'évolution de certains enfants qui est flagrante. Et ça fait donner l'espoir en disant c'est là-bas qu'on doit aller, on doit créer des actions. Quelles sont les actions du coup que vous menez au nom de l'association pour justement récolter des fonds et du coup réussir du coup à travailler la recherche autour de cette maladie? Oui. L'année dernière, il y a eu un concert à Chamouillet.
donc de 3 groupes de rock pour aider financièrement. Sinon, c'est tout ce qui est brocante ou on a été aidé aussi par Circus Tattoo. Avec un événement à Giffaumont. C'est ça. L'idée pour vous, c'est créer des événements temporaires du coup, qui récoltent des fonds, c'est ça? C'est ça. Est-ce que des dons peuvent aussi être enregistrés par l'association? Oui, il y en a beaucoup qui font des dons. Comment on fait ça. Alors, soit vous pouvez envoyer, on reçoit certains chèques à mon adresse, donc à l'adresse de l'association, ou alors sinon, on a mis une cagnotte sur Internet, donc on partage beaucoup les liens sur notre groupe aussi de l'association. Et voilà. Et on voit justement le lien qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, notre invité, pour nous parler donc, de ce syndrome encore peu connu, le syndrome de West. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.